Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Un braquage s'est déroulé hier, 28 novembre, à Marcory, impliquant 4 individus, dont un MDL en situation de désertion, un sergent en service à la direction de la police nationale, un agent au service de mobilité urbaine au district autonome d'Abidjan ont été tous mis aux arrêts grâce à la dextérité des agents des forces de l'ordre. Et il est bon de rappeler que le 4e des Kidam a été abattu par l'un de ses pairs du mal. Voilà. On revient en détail dans cette affaire. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Nous sommes aujourd'hui, vendredi 29 novembre, plus qu'un jour pour la fin de ce mois. Et nous sommes à un mois de la fin de l'année. Merci d'être avec nous pour ce programme. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chez vous. Élisée Boloube, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, si tu me permets, je voudrais saisir l'occasion de ce plateau pour souhaiter joyeux anniversaire à notre frère, à notre frère André Bois. Voilà aujourd'hui qui fête... Écoutez bien, 50 ans. 50 piges, un demi-siècle d'existence. C'est l'homme du 29. Que Dieu te bénisse, cher frère. C'est l'homme du 29, comment on s'appelle Marius Koué, bonsoir. Joyeux anniversaire également à notre frère André Bois. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, comme j'aime l'appeler tonton André, faites donc ces 50 piges. Joyeux anniversaire à toi, frère. Ne perdons pas au passage que le samedi prochain également, après-demain. Samedi prochain, hein? Le samedi, d'après-demain, c'est l'anniversaire. C'est demain, c'est demain. Mais j'étais pas en oui, c'est demain. Eh bien oui, c'est demain. C'est demain l'anniversaire également de Christelle. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire Christelle par anticipation. Joyeux anniversaire par avance. N'est-ce pas? C'est trop facile. Je note juste à l'endroit des téléspectateurs que c'est moi qui reçois les cadeaux. Vous transférez à... Vous m'envoyez, je vous donne mon numéro inbox après, vous m'envoyez les cadeaux. Il faut plutôt aller sur sa page et exprimer-lui justement votre amour. Vous êtes gentils, merci. Alors, hier, jeudi 28 novembre, quelque chose de très très grave s'est passé, s'est produit. Impliqué dans un barrage, gendarmes et policiers arrêtés. Alors on le disait donc à l'entame de ce temps, impliqués dans un braquage, et Dieu merci, ont été donc arrêtés par les forces de l'ordre dont la dextérité et le savoir-faire n'est plus à démontrer en Côte d'Ivoire. Dieu merci. Alors essayons de faire un point de situation, Marius Komoé, avec vous. Le point de la situation est aussi simple. Il se trouve qu'un citoyen ivoirien qui naturellement vague à ses occupations a dû donc faire des opérations financières. Et ça a été l'occasion pour ces 4 individus qui étaient dans un pick-up blanc de perpétrer donc ce braquage à Marcory plus précisément. Et c'était dans la journée d'hier, jeudi, aux environs de 9 h. Dans leur fuite, ils sont partis donc avec le braqué, avec le citoyen braqué. C'est cela. Et ils se sont retrouvés à Yopougon, dans une station d'essence, certainement dans leur volonté de sortie d'Abidjan. Ils se sont retrouvés dans une station d'essence au niveau donc, de l'autoroute du Nord, à la sortie de l'autoroute du Nord, à Yopougon plus précisément, et certainement pour prendre du carburant. C'est cela. Et c'est l'occasion pour le braquer qu'ils ont emporté comme otage avec eux, de chercher l'opportunité pour s'enfuir. Il réussit donc à s'aimer ses braqueurs, ses ravisseurs, et dans sa fuite. Un des ravisseurs lui tire là-dessus, l'atteignant, mais pas mortellement, heureusement. Mais la balle, une des balles, touche justement un de ses complices qui, lui, malheureusement, passe de vie donc à trépas. Alors, cette situation tout confuse et totalement spectaculaire va attirer l'attention de tous et de toutes, donnant lieu donc à une alerte des forces de l'ordre qui, comme à leur accoutumée, ont su donc réagir avec dextérité, vous l'avez dit, et en mettant aux arrêts ces 3 individus. Donc, comme vous l'avez dit, l'un est reconnu comme un gendarme, a été identifié comme un gendarme en désertion, et puis un policier
en service à la Direction générale de la police nationale. Et enfin, le troisième arrêté est un agent donc, du district autonome d'Abidjan, identifié comme tel. Très bien. Alors, après ce point de situation, Marius, comment est votre commentaire? C'est quand même assez surprenant de voir le profil de ceux-là qui ont mis à mal la paix et la sérénité en Côte d'Ivoire, mais aussi la santé de ce citoyen. Oui, en effet. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire vit ou se réveille avec encore un autre braquage impliquant des corps habillés, des forces de l'ordre. Et de plus en plus, nous l'avons observé sur nos routes, où à un moment donné, c'était des corps habillés qui se faisaient donc passer pour des braqueurs sur nos routes. Ensuite, c'était à un moment donné des braquages même une fois dans la zone de Koumfao, à Kotogouanda. C'était un fourgon d'une société de transport d'argent qui avait été braqué. Je me rappelle, c'était en 2018. Même tout récemment, en 2023, d'autres braquages impliquant des forces de l'ordre ont été constatés. Mais là encore, le problème, il est sérieux. Mais en dehors du fait qu'il faut penser aujourd'hui à la question de la sécurité des stations d'essence, il n'y a pas lieu de rappeler que certains de nos forces de l'ordre, qui devraient être en principe un exemple dans l'exercice de leur métier, laissent pantois, dubitatifs, leurs responsables, mais par la même occasion, l'ensemble des populations ivoiriennes face donc à des attitudes qui je pourrais qualifier de peu vraiment recommandables. On reviendra un peu sur l'aspect des stations d'essence, puisque une station d'essence a été donc le théâtre de cette opération-là, voire parler un peu in fine de leur sécurisation. Barry, votre commentaire justement sur cette affaire, comment est-ce que vous réagissez lorsque vous apprenez que des forces de l'ordre censées nous protéger sont même au cœur de tout ce qui est anti-progrès, on va le dire ainsi? J'ai envie de commencer mon propos par Aristote qui disait que les gens d'armes, c'est-à-dire que les hommes en armes, ont pour vertu le courage, ont pour vertu l'intégrité. C'est cela. Mais n'empêche que la criminalité touche tous les groupes sociaux. Que ce soit l'armée, la police, la gendarmerie, la fonction publique, partout, il y a des individus avec des profils criminels. Donc, c'est pour dire que les institutions de sécurité ne sont pas épargnées. Et Marius a bien fait de souligner le point concernant les braquages antérieurs. Mais là, quand on regarde le profil des individus, c'est que le gendarme, par exemple, qui est cité, on dit qu'il est en état de désertion. Alors, on va expliquer un peu, justement, j'attendais que vous ayez la parole pour expliquer. Quand on dit un gendarme est en état de désertion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un individu qui ne se présente pas au boulot. Il ne va pas au travail. Donc, il est considéré comme en état de désertion, mais n'est pas encore radis. Certainement que la hiérarchie le recherchait. Donc, ça a été malheureusement pour lui, à l'occasion du braquage, la sanction qu'il aurait dû avoir, il l'aura copieusement. Donc, ça, c'était entre parenthèses. Il y a un policier, mais il y a aussi un agent du district autonome d'Abidjan. C'est pour dire que ces trois groupes, sous-groupes des forces de sécurité qui sont touchés. Mais si certainement on fouille bien, on verra qu'il y a une relation de proximité entre les trois. Parce que ça ne peut pas être une coïncidence. Soit ils ont grandi dans le même environnement, ils ont les mêmes pratiques, ils se connaissent, c'est des amis. Soit c'est des amis de circonstances qui se sont connus dans des circonstances qui ont décidé de s'engager dans une entreprise criminelle. Tout compte fait, la suite des enquêtes nous dira qu'est-ce qu'il en est, comment ils ont profilé M. Diakité. Est-ce que c'est leur première opération? Je pense que ça, c'est la police qui doit nous le dire. Mais il faut saluer aussi la promptitude des forces de l'ordre parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur opération. Et récemment, on a vu deux individus en train de voler un ordinateur dans une voiture. Ils ont été rattrapés par la BRI, les services de la BRI Nord. Donc, c'est pour dire que les forces de l'ordre, quand même, essaient de faire le maximum. Mais généralement, quand vous interrogez le phénomène aussi, en contexte de fin d'année, généralement, les criminels, ils agissent beaucoup en décembre. Donc, c'est le lieu pour nous d'appeler tous les citoyens qui font des opérations financières à la prudence. Parce qu'en décembre, il y a les agents criminogènes qui se promènent ça et là. Le cas de M. Diakité est un exemple. On a parlé des 18 millions. Donc, au quotidien, les gens ont l'argent sur eux.
il faut faire très attention. Mais il faut aussi appeler les stations-service à essayer de travailler de telle sorte qu'un mécanisme de paiement électronique puisse être développé. Élisée, votre commentaire justement sur cette affaire. OK. Je pense qu'il faut faire des précisions. Hein. C'est vrai que c'est désolant, en tout cas, que ce soit ceux-là qui ont la responsabilité de notre sécurité, qui soient ceux-là même qui soient les bourreaux des citoyens. Mais quand je dis ça, je ne jette pas l'anathème sur ces corporations-là. Il faut toujours faire, voilà, faut toujours avoir de la retenue et puis savoir faire la distinction. Parce que dans ce lot-là, il y a des gens qui, hier on le disait, jour et nuit ne cessent de se battre pour pouvoir apporter la quiétude. On le disait, les forces de l'ordre, voilà, sur la sécurité des citoyens. Bien sûr. Mais il faut reconnaître aussi que depuis un certain temps, ça devient un peu récurrent quand même, de voir certains éléments des forces de sécurité se retrouver au milieu des scènes de braquage, des scènes d'actes délictueux. Et moi, le commentaire que j'ai, ou du moins la suggestion que je fais, c'est qu'on fasse revenir la police des polices. C'est-à-dire? La police des polices, c'est cette police-là qui a été mise en place. Elle a été même mise en place en Europe. Elle est mise en place. Sa fonction, c'est de veiller à ce qu'on s'assure que ceux-là qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité, qui sont donc en tenue, sont ceux-là qui font leur travail et ils le font bien. Donc, elle mène des enquêtes, elle veille, elle a la capacité, à un barrage de s'arrêter, vérifier si ceux qui sont là sont vraiment des policiers. Voilà, des soldats officiels, sont effectivement des agents de sécurité officiels, en déclinant leur identité, en vérifiant qu'ils font partie effectivement des registres de l'armée ou bien de la police ou de la gendarmerie. Ça, il faut que peut-être cette police-là revienne. Parce que pour éviter justement qu'on continue de jeter l'anathème sur des corporations à cause de certains individus. Dans chaque métier, il y a des brebis galeuses. À cause de certains individus qu'on jette l'anathème, il faut que cette police-là, pour moi, soit réactivée. À une année à l'époque, je pense qu'elle avait existé, mais après, ça s'est éteint. Mais il faut que cette police des polices-là soit réactivée pour qu'elle vérifie effectivement que les agents de force de l'ordre font les missions pour lesquelles elles ont été effectivement mises en place. Et là où elles doivent le faire, en tout cas. Effectivement, c'est important parce que nous, civils, moi, je peux, et puis la loi me donne l'autorité, me donne l'autorisation. Quand quelqu'un m'arrête, qu'il décline son identité, la loi autorise le citoyen de demander à celui qui est en face de décliner son identité. Mais vous allez voir que très souvent, ça va aboutir à des conflits, à des situations fâcheuses, parce que les gens vont estimer que leur autorité est bafouée, ou bien on dit non, ils n'ont pas à se présenter devant les citoyens. Je dis que logiquement, la loi me donne l'autorisation de demander à un officier qui vient m'interpeller de décliner son identité. Ah oui, pour le citoyen qui demande, bien sûr. Ça, c'est normal, voilà, de décliner son identité. Mais toujours, ça ne s'est pas toujours bien passé, parce que certains ont mal pris ça, ça a dégénéré. Donc, pour éviter tout ça, on va leur laisser des individus de la corporation, les interroger sur leur identité, voilà, vérifier que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas normal. Ça, c'est la première. La deuxième chose, je pense qu'au titre de la formation des agents des forces de l'ordre, je pense qu'au-delà de la capacité physique à résister à la formation, il faut qu'un accent plus important soit mis sur la psychologie. Ça veut dire le passé psychologique des uns et des autres, vraiment sur la capacité psychologique des candidats. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Vous savez, il y a quelques mois de cela, peut-être que vous vous souvenez, on a radié des gendarmes qui avaient pris de la drogue. Bien sûr. Voilà, qui avaient été des drogués. Et ça même, depuis l'arrivée du commandant supérieur de la gendarmerie à Palo, ça fait plusieurs gendarmes qui ont été radiés pour ces cas-là. On voit des policiers qui, eux, s'adonnent à des braquages. Même les tatouages et autres. On voit des policiers qui s'adonnent à des braquages, et des gendarmes aussi, qui s'adonnent à des braquages. On a vu récemment, il n'y a pas très longtemps, même dans cette même semaine, quelqu'un qui s'est fait passer pour un commissaire, qu'on a démantelé encore. On a vu un autre, au premier arrondissement, il a été interpellé, arrêté. On a eu un autre encore à la police du port, qui s'est fait passer pour un officier. Moi, quand je regarde tout ça, je me dis plus que jamais, surtout qu'aujourd'hui, on est face à une situation de sécurité réelle. À nos frontières, on ne peut pas se permettre, on ne peut pas se donner le luxe, s'offrir le luxe de permettre que des individus mal intentionnés, fut-ils des forces de l'ordre, continuent à sévir et affecter la quiétude des citoyens. Et ça, il faut qu'il y ait une police, comme je le dis, la police des polices, qui, elle, là, va vérifier, va patrouiller et vraiment essayer d'interpeller ceux-là qu'on doit extirper de leur rang. Alors revenons pour terminer le dernier point avec vous, Marius Komoué, sur la sécurisation des stations d'essence. Oui, ça s'impose. On n'en parle pas souvent, mais est-ce qu'avec tout ce qui s'est passé là, il faut forcément... Souvent, elles restent très tard ouvertes, ces stations-là. Il n'y a pas de sécurité et tout. Et là, ce qui s'est passé, on aurait pu avoir un bilan peut-être un peu plus lourd, Marius. Dramatique. Heureusement d'ailleurs que ce qui s'est passé à la station, pour ne pas la citer, de Yopougon sur l'autoroute du Nord, a pu
être circoncis uniquement au niveau donc, des braqueurs et du braquet. Imaginons que le popiste qui était venu donc, pour servir le carburant à ces derniers n'avait pas été véritablement attentionné pour assister à tout ce qu'il a vu et qu'il a alerté au point de prendre ses distances. On aurait certainement assisté à un drame également, à un deuxième drame, surtout qu'ils ont tiré sur le braquet. Malheureusement, il n'a pas été atteint mortellement. Mais je puis dire, heureusement, pardon, exactement, heureusement du reste. Et Très donc, bien. Il faut noter qu'aujourd'hui, les responsables, les propriétaires de stations d'essence doivent nécessairement et obligatoirement songer à mettre en place un mécanisme pour pouvoir assurer la sécurité du personnel qu'ils embauchent et qui travaillent. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui abandonnent leur famille et qui sont dans une station d'essence pour 8 heures souvent pour certains de travail. Et donc, il est tout à fait indiqué que leur sécurité soit prise en compte par leurs employeurs parce qu'ils travaillent souvent tard dans la nuit et ils sont livrés à eux-mêmes sans moyens d'assurance, sans moyens de gardiennage, sans moyens de sécurité. Et cela est quand même souvent dangereux. Ils sont régulièrement victimes de braquage. Et puis pourquoi pas, in fine, avancer un jour à avoir des paiements électroniques où on se sert soi-même. Oui, in fine, je pense qu'on pourrait donc arriver à cela en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, allons en Guinée, j'allais dire à Guinée, à Conakry. Et nous recevons M. Mamadou Diallo. Quelle contribution du mouvement des patriotes libéraux dans la démocratie, dans la sphère démocratique en Guinée? C'est un nouveau parti politique qui a adossé, indépendant, voilà, qui se proclame indépendant. Ils estiment qu'il faut qu'il se fasse connaître au peuple guinéen et évidemment la diaspora partout dans le monde. Nous le recevons, M. Mamadou Diallo, bonjour. Vous êtes journaliste, acteur politique guinéen. Merci d'être avec nous. Merci Christelle. Alors, parlez-nous un peu justement du mouvement des patriotes libéraux. Pourquoi initier un parti politique ou un mouvement politique indépendant? D'abord pour rester fidèle à mes convictions de toujours, celle de rester disponible pour notre pays, pour la communauté, participer au débat public, parce que c'est cette opportunité que nous offrent nos plateaux. Puisque je suis journaliste, j'étais journaliste, vous vous rappelez, il y a 8 mois ou 6 mois, j'étais là avec vous, bien sûr, en marche de la CAN. Et donc, en ce moment, pour rappel, nos médias étaient victimes de brouillage, nos fréquences étaient victimes de brouillage. On a dû faire un arrêt technique. Et puis, nous, on s'est démerdé pour venir vivre l'ambiance de la CAN ici. Bien sûr. Donc, à peine retourné au pays, on a décidé de reprendre les activités en faisant un focus sur le digital. 3 jours après la reprise, nos médias ont été... Vos licences ont été retirées. Oui, retirées. Alors, j'ai pris un temps de réflexion. Et la suite, c'était de me dire, est-ce que je reste en marge du débat public, du débat national, en croisant les doigts, et ou est-ce que je trouve une autre voie par laquelle je peux continuer à impacter le débat, à impacter la marche de notre pays. Et je me suis dit, il faut y aller. Et c'est ainsi que j'ai fait le pas en lançant finalement le MPL, qui est le mouvement des patriotes libéraux. Donc, qui est un mouvement politique qui, évidemment, a pour premier objectif de continuer à participer au débat public, participer à l'éveil de conscience de nos compatriotes guinéens sur la tenue de cette transition, la gouvernance publique. Et les élections futures à venir. Une fois venues les élections, évidemment, nous participerons en nous engouffrant dans la brèche des candidatures indépendantes, puisqu'elle est déjà annoncée dans la Constitution dont on est en train de faire actuellement la publicité sur le terrain. Peut-être l'une des choses dont nous, on se réjouit d'avance, avant déjà qu'elle ne soit promulguée ou, on va dire, validée par le peuple, à l'occasion d'un référendum dont on ne sait pas encore la date. Très bien. Alors, Élisée Boloubeu, question à notre président de mouvement, journaliste président de mouvement politique. Oui, ma question, elle est un peu, je vais dire, un peu insidieuse. Comment est-ce qu'on participe au débat public quand les espaces qui doivent consacrer le débat public sont pratiquement, je dis, fermés? Effectivement, c'est une question pertinente. Les 3 groupes de médias qui font pratiquement, si vous voulez, l'anderno médiatique sont fermés. C'est vrai qu'il y a d'autres qui continuent, il y a des journaux, il y a d'autres radios, il y a d'autres télés. Mais c'est un grand coup, effectivement, à la liberté d'expression, à la liberté de presse, qui pourtant sont consacrées
dans la charte qui fait office de constitution actuellement de notre transition. Mais le Premier ministre Bahouri disait donc, lorsqu'il avait reçu les patrons de presse, après donc sa nomination, parlait donc d'essayer de voir comment régler la question. Est-ce que ce projet a évolué? Malheureusement, au lieu de régler la question, elle s'est empirée. Comment? Parce que c'est après justement cette annonce que nos agréments ont été retirés. Ah, très tout bien. simplement. Et voyez-vous, c'est pratiquement 500 personnes au minimum qui ont été envoyées au chômage. Wow. Donc derrière ces 500 personnes, vous voyez, donc, les familles et tout ça, ça fait 1 millier de personnes qui avaient un statut social, une certaine indépendance financière ou économique, maintenant qui passent de ce statut-là à des indigents. Alors, comment on peut s'exprimer si ces espaces sont fermés? Vous savez, en réalité, la différence entre nous, chroniqueurs politiques, journalistes d'opinion, et les politiciens, c'est le champ d'action et les leviers. Parce qu'ici, nous parlons de ce qui se passe dans le pays, comment le pays est géré. Est-ce que les valeurs sont respectées? Est-ce que les politiques publiques sont exécutées? Comment elles sont exécutées? Vous avez parlé de la sécurité tout à l'heure. Je vous ai vu faire des recommandations. Donc, vous participez en votre manière. Alors, le politicien, lui, il a peut-être son siège politique. Il regarde aussi comment est-ce que le pays est géré. Et quand il fait ses assemblées, il critique. Souvent, il propose. Donc, j'ai dit, si le média il est fermé, je ne peux plus, à travers nos émissions, débattre les matins, éveiller les consciences. Je vais sur le champ politique, puisque là aussi, j'ai le droit de me constituer. Là, il n'est pas fermé. Pour l'instant. Certains partis politiques sont dissous après une évaluation, d'autres sont en observation, mais cela ne nous empêche pas, nous, de continuer à défendre nos convictions. Donc, sur le champ politique, évidemment, nous estimons que nous pouvons continuer à participer à ce débat-là jusqu'aux élections, et c'est pour cela qu'on a lancé le mouvement. Est-ce que votre mouvement a été autorisé? Est-ce que vous avez déposé vos différents documents? Effectivement, on a été à l'administration du territoire pour les informer de notre existence. En tant que tel, un mouvement politique, il constitue un réceptacle qui réunit des gens pour des échanges d'idées, des débats. Parce que la candidature indépendante ne vous oblige pas d'être dans un parti politique qui, lui, doit être obligatoirement agréé. Mais pour échapper à toute éventuelle interpellation, nous sommes allés vers le ministère pour les informer de notre existence. Marius, comment est question? Alors, vous avez choisi quand même d'embrasser le libéralisme politique, bien que vous vous réclamez, bien entendu, patriote. Alors, je voudrais vraiment que vous nous éclairez un peu sur cette conception de patriotisme et en même temps de libéralisme qui fait appel à autre chose. Cette idéologie, voilà, allez-y. Oui, en réalité, nous avons voulu mettre l'accent sur le concept patriotisme parce que nous, tout ce que nous entreprendrons, toute notre action sera basée sur le socle du patriotisme, de notre attachement à la nation, à notre pays. Parce que voyez-vous, quand vous critiquez, quand vous dénoncez, on vous considère comme un anti-républicain, voire comme un ennemi, ou même comme un aigri. Donc c'est pour dire que même quand nous dénonçons, même quand nous critiquons, c'est parce que nous aimons notre pays. Très bien. C'est parce que nous voulons que notre pays soit un pays normal. D'où la question du patriotisme. D'autres peuvent prendre ce patriotisme comme des questions de nationalistes, de, je ne sais pas, ou de racistes. Ou... Nous, dans notre conception, c'est l'expression de notre attachement à notre pays pour qu'il se développe, pour qu'il avance. Au même titre que ceux qui gouvernent se disent patriotes. Très bien. Donc le libéralisme, pour nous, évidemment, au-delà du libéralisme politique, il faut un libéralisme à tous les niveaux. N'est-ce pas, vous l'avez dit tout à l'heure, politique, n'est-ce pas, économique, social, en tout cas, dans tous les secteurs, qu'il y ait une liberté pour tout le monde. Voilà. On va prendre la dernière question avec Barry. Alors, M. Diallo, le général Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, lors de sa visite en Guinée forestière, a dit, je cite, « Ceux qui pensent que nous sommes dans une situation de transition en Guinée se trompent. Nous sommes plutôt dans une refondation. » Comment est-ce que vous réagissez justement à ces propos? Bon, alors, la question de refondation n'est pas nouvelle depuis qu'ils sont venus. Dans la charte, il est dit que l'une des missions du CNRD, c'est de refonder l'État. Mais évidemment, il y a un délai qui est imparti sur la base d'un accord dynamique qui a été conclu et signé avec la CEDEAO. À propos, à ce niveau, ce délai est passé, c'est 2023, non? Oui, c'est la fin de cette année. Il a été signé
le 21 octobre 2022. Il rentrait donc en exécution le 1er janvier 2023 pour finir donc le 31 décembre de cette année. 2024, ok. Très bien. Techniquement, on va dire que la transition est censée finir en fin décembre. Alors, sauf qu'il a dit que nous ne sommes pas dans en une transition, ouais. mais plutôt en refondation. Alors, pour combien de temps? C'est la grosse question. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Peut-être Dieu seul sait. Et ceux qui pensent que nous ne sommes plus dans une transition qui est limitée, mais nous sommes dans une TDR, une transition à durée indéterminée. Et je pense que là, c'est un problème parce que le général Mamadi Doumbouya s'est engagé dans la charte qui fait office de constitution aujourd'hui, non seulement de ne pas se présenter, ni lui, ni les membres du CNRD, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT, mais aussi ils ont juré sur les livres sacrés, les livres saints, le Coran, la Bible et tout ça. Donc je pense que le pays le regarde. Très bien. Sur la base de ses engagements et on va dire, du serment qu'il a prêté, non seulement de respecter les délais, mais de ne pas se représenter. Malheureusement, il y a des mouvements de soutien qui pullulent aujourd'hui. On va terminer avec ce point. Il y a une épidémie de mouvements de soutien aujourd'hui qui l'appellent à ce qu'il se présente. C'est ce qui semble être dommage. Mais en tout cas, on a été très, très heureuse d'avoir votre point, Mamadou Ouri Diallo. Vous êtes journaliste, acteur politique guinéen et vous avez créé un mouvement politique. Plein succès à vous. On regardera ensemble ce qui va se passer d'ici la fin de l'année pour voir si on aura donc ces élections. Oui. Merci. Pour terminer. Je voulais aussi saluer, je ne peux pas ne pas le faire, quand même, une fois encore, la Côte d'Ivoire pour un autre grand rendez-vous plus que réussi. Il s'agit du CIREX. Qui est le Salon international des ressources extractives et énergétiques. Sincèrement, c'est encore un autre grand rendez-vous, sans démagogie, plus que réussi. Dans un cadre que j'ai découvert, un chef d'œuvre infrastructurel moderne, qui est le parc des envié à d'autres parcs, à d'autres infrastructures comme ça qu'on a vu en Angleterre, où j'ai été en France, et ainsi de suite. C'est tellement réussi et c'était une plateforme de rencontre, de découverte sur les questions minières, pétrolières et énergétiques. Merci en tout cas. Notre plaisir. Merci d'être venu et bonne continuation à vous, surtout, et que voilà, la paix toujours entre le peuple guinéen et le peuple ivoirien. Merci d'être venu. Au pas de course, nous allons maintenant parler de la contribution des organisations dans la protection des enfants dans la lutte contre le VIH-Sida. Parce que lorsqu'on parle de VIH-Sida, évidemment, il faut aussi parler des enfants qui sont atteints de cette pandémie. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. Barthélémy Lobognon. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Vous êtes président fondateur de l'ONG Enfants sans Sida. Merci d'être là. Merci beaucoup. Pourquoi avoir initié une telle ONG? Est-ce que personnellement, il y a une histoire qui vous a touché et qui aurait été donc le moteur de la création de cette ONG? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais saluer le leadership de la direction de l'équipe de l'ITV, parce que je suis un passionné comme un amoureux de cette chaîne, de cette émission surtout. C'est gentil, merci. Alors, quand je vois les différentes couches, je voudrais saluer vraiment les responsables. Alors, pourquoi une telle motivation? Pourquoi la création Enfants sans Sida? C'est une histoire à la fois qui est liée avec la famille biologique. On va aller peut-être rapidement sur certains points. Voilà. Donc, liée avec la famille biologique. C'est cela. Où j'ai vu, c'est un parent vivant avec le VIH. J'ai vu aussi également avec ses enfants. Et je me suis rendu compte que quand est-ce qu'il fallait mettre fin à cela, en termes de rejet, en termes de discrimination. C'est ça. Et à cette période dont je vous parlais, en ce moment, le VIH-Sida faisait encore ravager. C'était la peur. Quand on dit un membre de la famille, il fallait le mettre à une distance. C'est ça. L'isoler carrément. L'isoler carrément. Et je crois bien que c'est à partir de là que je me suis senti interpellé. Et comme il y avait un vide, surtout pour les enfants, il fallait vraiment apporter ma modeste contribution. Il faut rappeler que le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Très bien. Barry, question. Alors, votre ONG a été créée en 2002, selon mes notes ici. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de vos activités? Alors, il faut dire que dans un premier temps, la première satisfaction, c'est qu'on s'est fixé pour objectif que tous les enfants qui sont séropositifs, c'est-à-dire qui sont sous traitement VIH, et que ces enfants-là, que nous ayons 0 décès. Ça, c'est le premier objectif, le premier défi. Deuxième objectif, c'est que la plupart de tous ces enfants, dont également qui sont porteurs de VIH, parcourent juste à ce qu'ils arrivent le cursus scolaire.
Quand je parle de scolaire, c'est-à-dire du CP1 jusqu'à la classe de la 6e. De la 6e jusqu'à ce que nous appelons le secondaire. Et ça, nous sommes encore satisfaits que la plupart de tous les enfants qui ont bénéficié des parrainages, aujourd'hui, ils sont arrivés jusqu'à ce que nous avons comme... Et il y a eu 0 décès rassuré. 0 décès. Ça, c'est la plus grande satisfaction. Merci. Oui. Très bien. Élisée, question? Oui, c'est le nom. Hein. Je vais revenir sur le nom de l'ONG. ONG Enfants sans sida, c'est ça? ONG Enfants sans sida. Ben, ça pourrait être interprété, vous ne pensez pas que ça prête un peu à confusion? Quand on dit enfants sans sida, est-ce que ça s'occupe des enfants? On leur évite d'avoir le sida ou c'est des enfants qui ont peut-être le virus, mais dont on essaie aussi de s'occuper? C'est quoi au juste en fait? Alors, enfants sans sida, nous avons 2 axes. Il y a la prévention et il y a le soutien des orphelins, enfants vulnérables et du fait de VIH. Donc, quand ici en Côte d'Ivoire, nous avons le thème qu'on appelle OEV. OEV qui donne la définition par le ministère de la Famille. Mais ce titre-là, ou ce mot-là, nous avons plusieurs catégories des enfants. Vous allez prendre la première catégorie, ce sont les orphelins. Orphelins, dont tout un chacun de nous connaît bien la définition. Deuxième catégorie, ce sont les orphelins. Mais ces orphelins-là, qui sont sous traitement VIH. Nous avons troisième catégorie, ce sont les enfants qui sont affectés par le VIH. C'est-à-dire que ces enfants sont dans un ménage où un membre de la famille est infecté. Quatrième catégorie d'enfants, ce sont les enfants qui sont, qu'on appelle les enfants vulnérables. Mais la vulnérabilité est liée en fonction de la vulnérabilité de leurs parents. C'est-à-dire le père et la mère sont... Mais pour ce que nous appelons ce qu'on appelle la pauvreté, c'est quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'avoir le seuil de ce qu'on appelle $1. $1 qui est 500 francs. Donc la vulnérabilité de ces parents-là fait de cet enfant un enfant vulnérable. Et qui fait partie. Et bien entendu, nous avons maintenant les enfants de la rue et les enfants à rupture sociale. Donc voici un peu les différentes composantes de ces enfants qui rentrent dans ce mot-là qui est OEV. Très bien, très bien. Marius, question? Alors, c'est une ONG salutaire, eu égard donc aux objectifs assignés donc à votre ONG. J'aimerais surtout que vous vous apaisantissiez sur la question de la prise en charge des personnes que vous accompagnez. Ces enfants-là, oui. Les enfants, les parents, comment se fait la prise en charge? Est-ce que c'est vous qui les prenez en charge financièrement pour leur école pour les enfants, les parents pour leur traitement, et comment vous-même vous trouvez les moyens pour le faire? Alors il faut retenir que nous avons deux axes. La première axe, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est la prévention. La prévention qui consiste à démontrer à ces enfants ce que nous appelons développer des compétences de vie courante. C'est-à-dire développer chez eux des réflexes et des attitudes qui leur permettent de savoir ce que j'ai fait, c'est bon ou c'est pas bon. C'est-à-dire un enfant, par exemple, un enfant de 6 ans, 7 ans, qui peut se permettre de traverser un maquis à une certaine heure. Et comme derrière traverser ce maquis à une certaine heure, derrière l'incident ou l'inconvénient, c'est que cet enfant peut être abusé par un adulte. C'est ça. Deuxième aspect, c'est que ce que nous voyons comme nous les adultes par mauvaise foi, souvent nous laissons des préservatifs, c'est comme nous appelons des cordons, un enfant peut ramasser. Pour lui, c'est comme un jouet, comme si c'était un ballon. Donc ce sont ces différents aspects-là. Comme par exemple, nous avons des objets de traction et qu'il faut expliquer à ces enfants-là et que ça, c'est un danger. C'est ça. Deuxième aspect, c'est ce que nous appelons le soutien. Tous ces catégories des enfants dont je viens de citer, ils ont bénéficié de la prise en charge psychosociale, ils bénéficient de la prise en charge au niveau de l'éducation, ils bénéficient de la prise en charge nutritionnelle. Et bien entendu, le combat crucial, notre défi, c'est de faire en sorte que tous ces enfants qui sont sous traitement VIH avec leurs parents puissent véritablement prendre ces médicaments. Les antirétroviraux. Les antirétroviraux. Très bien. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire justement au cours de votre activité? Alors au cours de l'activité, nous avons 2 grandes activités qui sont en cours. Il y a ce que nous appelons des activités de fin d'année, que nous appelons des Hapes de Noël, qui sont dédiées pour ces catégories des enfants. Et puis bien entendu le 1er décembre, qui est une journée qui est consacrée dans le monde entier, où tous les acteurs doivent participer à leur manière. Donc ici, nous sensibilisons tous les enfants dans les écoles primaires et puis également dans les centres de formation féminine pour expliquer aussi également à ces jeunes gens et à ces enfants-là la nécessité de comprendre que le sida est encore dans la société, le sida est encore dans la cité. Très bien. Donc, il faut encore doubler d'efforts. Alors pour ces enfants, vous parlez d'arbres de Noël. Est-ce que ce sont des donateurs qui viennent offrir de façon gracieuse les dons ou vous faites des appels à soutien? Alors nous faisons des appels à soutien, que ce soit au niveau de l'éducation, la prise en charge scolaire. Nous lançons chaque année des parrainages, mais malheureusement, nous n'avons pas de subvention de l'État. Alors, oui, Élisée? Oui, dans cette même veine-là, c'est vrai, vous êtes devant les Ivoiriens aujourd'hui, certainement qu'il y a certains qui ont été touchés par le message, clair, qui veulent en tout cas apporter
Comment est-ce qu'on peut vous joindre? De quoi vous avez besoin concrètement? Voilà. Des moyens financiers Vous ou bien soutenez, on prépare des cadeaux? Ou bien comment on vous contacte pour pouvoir faire ça? Alors, pour nous contacter, nous sommes logés dans l'enceinte du groupe scolaire BAD de Derewaf. C'est une De école derrière Derrière WAF, de Derewaf. dans la commune de Port-Boué. Port-Boué. Et ceux qui ne peuvent pas arriver à Port-Boué, Alors, ceux qui ne peuvent pas arriver à Port-Boué, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle l'appui technique, c'est-à-dire à travers des dons de jouets. Et bien entendu aussi également, nous offrons un repas au bout de cette activité-là, un repas à ces enfants. Donc des dons de vivres et bien entendu l'aspect financier qui nécessite à la fois la logistique. Voilà un peu les différences. Vous avez des canaux de réseaux sociaux sur lesquels on peut vous joindre? Oui. Une page Facebook, ONG sans sida. Enfants sans sida. Vous allez sur Google, sur YouTube, vous aurez toutes ces informations de ces activités. C'est très important parce que créer donc une solidarité citoyenne autour de cette thématique, c'est important. Quelqu'un peut vous regarder et dire, bon, moi, je veux vous donner 10 sacs de riz pour aider ces enfants-là pour le mois de décembre et peut-être même s'abonner. Moi, je voudrais peut-être à chaque rentrée scolaire avoir 5 enfants à charge. C'est important. C'est possible qu'il nous donne le nombre exact des enfants concernés. Ça pourrait vraiment aider aussi. Aujourd'hui, c'est combien d'enfants qui sont concernés par cette opération? Pour les différentes catégories, quand on prend d'abord les orphelins, nous avons plus de 250 orphelins. Très bien. Dans les 250 orphelins, nous avons 47 enfants qui sont des orphelins du sida. Pour les enfants qui sont infectés par le VIH, nous avons tout au plus 75 enfants. Ils sont sous traitement, vous nous rassurez. Sous traitement, y compris avec les parents. Oui, Et nous avons maintenant ceux qui sont le taux plus nombreux, ce sont les enfants vulnérables qui vont de plus de 400 à 500. Donc vous êtes autour, on peut dire, un millier environ un millier d'enfants. Ils sont répartis sur ces différentes catégories d'enfants. Donc ceux qui peuvent arriver à Port-Boué et PP, vous avez dit? Le groupe scolaire, derrière WAF. OK. Ils viennent, ils déposent leurs dons à l'attention de l'ONG Enfants sans sida. Et ceux qui ne peuvent pas, ils vous joignent donc par les canaux des réseaux sociaux, right? Donc tous les contacts dessus. Tous les contacts sont là-bas. ONG Enfants sans sida. Très bien. Et vous allez voir que les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire sont formidables. Voilà, on rappelle la date, s'il vous plaît. Alors donc, il faut retenir que la première date, c'est le mercredi 18 décembre. Ça, c'est pour les enfants du premier groupe. Et le mercredi 25 décembre, ça, c'est pour les enfants du deuxième groupe. Et le samedi 28 décembre, ça, c'est pour la remise des kits alimentaires à des familles de ces enfants-là. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes M. Barthélémy Loboyon, président fondateur de l'ONG Enfants sans sida. Merci beaucoup. Quelqu'un de bien connu. Voilà. Et comme on dit, que Dieu vous bénisse. Plus de 25 ans dans le domaine. Parce que vous ne pouvez pas faire ça et puis ne pas avoir la main de Dieu sur vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, en seconde partie, nous parlerons de 3 générations hip-hop ivoire. On va se rappeler de Dogba, de MC Claver, de tous ces grands rappeurs que la Côte d'Ivoire a connus, avec Thierry Didier Brissy. Et puis, restez avec nous. En fin d'émission, on parlera de parfum. On a un nez, l'un des rares nez ivoirien, africain, un parfumeur qui déjà nous a donné de belles senteurs dans ce studio, Richkoff, qui sera avec nous. Avec lui, on parlera de la création de l'identité olfactive de la ville. Une ville peut avoir une senteur. Voilà, on peut décider qu'une ville sente un tel parfum. On en parle en seconde partie. Mais là, il est temps, tout de suite. Il est vraiment temps. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours avec nous. Alors, Élisée, quand je vous parle de hip-hop, d'une certaine génération, autant de... on a le ministère authentique, vous vous rappelez, Almighty, le dieu du swing. Oui, le ministère authentique était dirigé par Almighty. Et puis, il y avait la flotte impériale qui elle, était dirigée par Stezo. Donc, c'était ça, nous, on était au collège. Donc, ça baissait un peu, voilà, nos années collège. On entendait ça chaque fois qu'on partait à l'école, vraiment à la télé et tout ça. C'est avec eux, le ministère authentique et la flotte impériale, que je dis, le phénomène des clashs, voilà, entre artistes même a commencé, en fait. Voilà, je pense que c'est vraiment sous ce règne-là que ça a commencé. Le ministère authentique, comme je l'ai dit, dirigé par Almighty. Et tout ça suscité par les anciens DJ de l'époque. Et puis des animateurs également. Des animateurs de boîte de nuit, des anciens même DJ. Même de télévision. Ah oui, bien sûr, surtout des télévisions. Vous aviez Baba Cool, mais bien avant lui, il y avait MC Claver. Et puis Yves Zobo Junior, il y avait Djiko Diané Vincent, Biram Diawara. Oh, c'était magnifique. Voilà. C'était la belle époque. Et ils animaient de grandes boîtes de nuit. Ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui. On sent que les doyens veulent mépriser les jeunes. Hey, si tu fais là, les enfants vont tomber sur toi. Les yo-yo-yo. Alors, yo-yo-yo, c'est vrai, il y avait un truc yo-yo-yo.
Oui. Lisez, vous le faisiez pendant la pause. Le cri de guerre. Yes, you know me, something like that. Non, on a quelques refrains qui sont restés dans notre tête. Hein. Quand on était tout petit au collège, vraiment, on avait encore la mémoire fertile. Je me rappelle par exemple de ce refrain-là, tout était cool, avec Baba Cool qui animait la foule et qui tenait le micro dans la foule. Quelque chose de ce genre comme ça. La belle époque. Voilà, ça c'était avec Almighty à l'époque. Alors justement, et ce livre est écrit par Thierry et Didier Brissy, 3 générations de hip-hop ivoire. Il est là, il va nous rejoindre en studio pour qu'on puisse justement parler de son œuvre. Il va venir. Qu'est-ce qui a motivé justement dans quelques minutes avec lui? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors quand on regarde, on a Stayzo, on a Almighty, on a MC Claver, on a Akeraïm, si je ne me trompe pas. Et le groupe ABC aussi. Oui, on a ABC. Bonsoir. Merci d'être là. Merci d'écrire pour la postérité. Hein. Alors, pourquoi une telle œuvre? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue. Alors, il était vraiment important de retracer cette histoire. Ouais. Parce que vous savez, aujourd'hui, personne ne pouvait écrire cette histoire, à part ceux seulement qui ont vécu cette histoire. Mon Dieu m'a fait la grâce d'être un témoin et un acteur privilégié de la promotion du mouvement culturel artistique qui est le hip-hop et son expression musicale qui est le rap. En Côte d'Ivoire, en tout cas. Pour moi, j'étais là au départ, à l'implantation de ce mouvement jusqu'à son évolution. Les noms de ceux qui étaient là au départ? Daï de Fresh, j'étais le mentor d'Almighty. Ok, voilà, c'est mon Daï de Fresh? Oui, c'est moi, Daï de Fresh. Ah, d'accord. Voilà, j'étais le leader du ministère authentique et puis après, j'ai passé le flambeau Almighty qui a dirigé effectivement avant son décès. On a entendu parler, mais on n'a jamais vu un visage sur Daï de Fresh. Alors pour moi, il était important d'écrire l'histoire de ces générations et de cette époque, pour permettre aussi aux générations actuelles et à venir d'entendre, d'écouter et de comprendre, mais la vérité sur l'histoire du hip-hop en Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que j'ai regardé le tableau. Vous voyez, en une décennie, on perd Almighty le 25 novembre 2014. Après, son producteur Jean-Marc Guirandou, qui est un producteur mérite, meurt. Après Baba Cool, Angelo Dogba et son binôme, Chase Boogie, Yvalin. Kesdo, qui était un producteur qui a révélé Nash au grand public, meurt aussi. Et enfin, la bise. Vous imaginez, tout le monde meurt. Des bibliothèques qui partent, en fait. C'est quand même des personnes qui ont écrit les plus belles pages du hip-hop en Côte d'Ivoire et qui ont laissé leurs empreintes indélébiles dans le mouvement hip-hop. Ce n'était pas normal que nous ne puissions pas, pour permettre à ces générations, parce que vous savez aujourd'hui ce que nous avons constaté, excusez-moi, je ne parle pas de vous, mais aujourd'hui nos médias ne sont pas aussi rétrospectifs. Parce que cette nouvelle génération doit savoir qu'il y a eu Almighty, il y a eu un groupe comme RAS, Angelo Dogba et tout ça. Donc, il y a eu Ziké également. Oui, Ziké, c'était quand même l'un des meilleurs danseurs de Côte d'Ivoire. Ouais. Alors, cette œuvre-là, autobiographique, elle vous a pris combien de temps? Je l'ai rédigée en 4 mois. 4 mois. En 4 mois. Et le fond documentaire, vous l'avez eu où? Je vous ai dit que je me suis inspiré de mon vécu. Parce que je ne dis pas ce qu'on m'a raconté, mais ce que j'ai vécu. Je parle des photos et Les photos, c'est des photos d'archives, ce sont des photos. Que vous aviez. Ce que vous voyez, parce que je suis consultant en communication et puis je suis aussi graphiste. La page de garde que vous voyez, c'est moi qui l'ai conçue. Parce que c'était important de retracer toute cette histoire. Vous savez, il est important aussi de le dire, parce qu'il y a une grosse nuance entre le mouvement hip-hop et puis le rap. C'est pour ça qu'il est important de connaître un peu la genèse de ce mouvement. C'est cela. Le hip-hop est né dans les années 70 aux États-Unis d'Amérique. Précisément dans les ghettos de New York, du Bronx et de Brooklyn. Et des années 80 à 90, cette culture urbaine s'est répandue dans toutes les capitales mondiales, à telle enseigne qu'elle est devenue un mouvement artistique, vraiment, je dirais, le plus en vogue. Mais il est important de signifier que, au sein du mouvement hip-hop, il y a 5 grandes disciplines qui sont au sein de ce mouvement hip-hop. La première discipline, c'est le rap, qui est son expression musicale. C'est pour ça que nous, les rappeurs, on nous appelle les MC, les maîtres de cérémonie. Ça, c'est la première discipline. La deuxième discipline, c'est le dick jockey. Le premier dick jockey que le monde a connu, c'est Clive Campbell, qui est jamaïcain d'origine, du nom connu sous le nom de DJ Cool X, qui était le premier DJ dans le milieu du hip-hop. La troisième discipline, c'est le beatboxing. C'est le bruitage de musique par la bouche. À l'époque, on n'avait pas les moyens pour entrer en studio. Donc, qu'est-ce qu'on faisait?
Vous voyez un peu, et tout ça pour composer. Mais dis donc, non, la quatrième discipline, c'est la danse. Vous avez tous connu le breakdance. Yes. Le breakdance, et aujourd'hui, le breaking est rentré comme discipline aux Jeux Olympiques. On ne pourra pas détailler, on ne pourra vraiment pas faire le tour parce qu'on a notre invité. C'est cela. Mais déjà, vous félicitez. Merci. Oui. Une histoire, elle a tout son pesant d'or lorsqu'elle est racontée pour les générations à venir. Et est-ce qu'on peut l'applaudir, lui dire bravo? C'est une icône. Merci beaucoup. Parce que vous êtes une icône, on ne pouvait pas savoir. Moi, je connais, enfin, on entendait parler de Fresh, Almighty, oui, le moi, Dieu Day de Fresh, on entendait, mais jamais mis un visage dessus. Jamais. Oui, j'étais toujours derrière le projecteur. Si, Day de Fresh. Je suis toujours au laboratoire en train de... Non, mais aujourd'hui, il fallait vraiment venir devant la scène, on the stage, pour pouvoir raconter cette histoire. Ce livre est disponible où? Ce livre est disponible d'abord sur la maison d'édition, Capol French. Et puis, c'est aussi simple, tous ceux qui veulent avoir le livre, il suffit seulement juste d'appeler à un numéro. On peut directement... Il y a Orange Money, toutes les, je dirais, les moyens de paiement électronique. Et le livre... Vous est livré. Directement, vous est livré. Et ce numéro-là? Voilà, c'est... Dans le livre, je dis que... Parce qu'il faut dire que nous avons, après la grande dédicace, nous aurons une grande caravane. Nous avons décidé d'aller dans les universités et puis aller dans les lycées et collèges. Très bien. On revient sur le numéro. Ce livre, il est seulement qu'à 5 000 francs. Pour permettre vraiment à tous les jeunes, parce qu'il s'agit de la jeunesse. Le numéro? Le numéro de téléphone, c'est le 07 58 66 57 et puis 66. Ou le 01 51 92 51 et 99. Merci beaucoup, Didier Fresh. Merci, Père spirituel, on va dire, de Almighty, Feu Almighty, le Dieu du swing. Ce fut un grand plaisir. Merci Bravo beaucoup. Et merci. Merci à vous aussi. Merci. Parlons maintenant d'identité olfative de la ville. Ça veut dire quoi? Et on parle avec le parfumeur, le nez Richkoff, qui est notre invité. Déjà, notre plateau Élysée sent tellement... C'est-à-dire que c'est la senteur... Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. Excellent, bravo. Je sais pas, je me sens comme transportée. Déjà, parlons de vous, cher Richkoff. Bonsoir déjà. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes un nez, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi déjà, avant de vous présenter? C'est quoi un nez? Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est tout un plaisir pour moi déjà d'être là. Oui. Et parler en plus de ma passion, oui. Ça change la donne. Ça devient beaucoup plus intéressant. Alors, un nez, c'est un parfumeur. Voilà, un parfumeur, c'est celui qui a un nez beaucoup plus éduqué, beaucoup plus entraîné. Très bien. Voilà, qui compose plusieurs matières odorantes pour en faire ce qu'on appelle dans notre jargon le parfum, que moi j'appelle le parfum accessoire incontournable de séduction. Alors, vous êtes prix d'excellence quand même en Côte d'Ivoire, récompensé par la Côte d'Ivoire. C'était en quelle année? Cette année. 2024, pardon. Oui, c'est récent. C'est le 5 août dernier. Donc, on a terminé. Dans la catégorie? Lauréat meilleur chef d'entreprise dans la catégorie jeune. C'est ça. Alors, parlez-nous un peu de l'identité olfative d'une ville. Avant de revenir aux personnes, est-ce qu'une ville peut avoir une identité olfative? Ça veut dire que si on décide d'aller, par exemple, à Pau-Boin, dans le village d'Élysée, est-ce qu'on peut déjà capter une senteur qu'on retrouve partout? Est-ce que c'est possible, ça? Avant de parler de possibilités, ça existe déjà. Ça existe déjà? Oui, naturellement, sauf que peut-être on n'arrive pas à identifier les senteurs, sinon les matières premières qui prédominent dans cette ville. D'une ville à une autre ville, il y a forcément une différence d'ambiance. Il est clair que moi, j'arrive à distinguer parce que j'ai un nez beaucoup plus fin, mais dans des villes, par exemple, pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager, quand on sort de l'aéroport, tout de suite, on constate une certaine ambiance qui nous accueille, tout comme quand on rentre dans un nouvel hôtel. Voilà, donc il faut pouvoir déjà commencer à l'identifier et à partir de là, commencer à savoir que d'une ville à une autre ville, on peut sentir par exemple, soit à Hermankono, quand on arrive à Hermankono, on sent du gingembre. Partout, parce qu'il y a une très grosse production de gingembre dans la zone. Dans le centre, on commence à sentir beaucoup plus de la verveine, parce que partout, on trouve le quinqueliba, machin, la verveine. Et au fur et à mesure qu'on évolue dans chaque ville ou sphère,
on découvre qu'il y a une identité. Très bien. Alors, vous avez, Élisée, question? Oui, moi, sur la question olfactive, identité olfactive de la ville. Moi, je veux poursuivre la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, par exemple, qu'à Abidjan, il y a une identité olfactive? Parce que d'un quartier à un quartier, les odeurs ne sont pas les mêmes. Voilà, les senteurs. Est-ce qu'on va dire odeur ou senteur? Les senteurs ne sont pas les mêmes d'un quartier à un quartier. Est-ce qu'à Abidjan, ici, on peut dire qu'il y a une identité olfactive? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut, avec les pouvoirs publics, décider, par exemple, à une politique, de créer une identité olfactive de la ville? Tout à fait d'accord avec la question. C'est tellement logique. Abidjan, quand on prend de Cocody, on commence à sentir l'odeur de la lagune. On sent déjà l'odeur de la lagune. Et au fur et à mesure qu'on avance, on va vers le plateau. On commence à sentir les chauves-souris. Les Akbani, en fait. Voilà. Et quand on évolue pour se diriger, enfin dans chaque... Non, il faut dire que les chauves-souris, c'est parce qu'il y en a plein au plateau, hein, en même temps, pour expliquer. Oui. Donc, créer l'identité olfactive d'une ville, c'est possible. Déjà, il faut commencer à identifier la matière première qu'on veut mettre en avant et qu'elle soit identifiable par celui qui sent l'odeur. Parce que l'odeur, ça procure de l'émotion. Donc, une fois qu'on a identifié ces matières premières, on peut composer un parfum, le diffuser dans des endroits stratégiques. Parce que l'olfactive, sinon l'odorat est le sens qui accorde la plus grande valeur émotionnelle. Donc, c'est 35% de ce qu'on sent qu'on retient, beaucoup plus que tout ce qui est visuel, et tout ce qui est tactile. Donc, c'est comme un enfant qui a grandi dans un environnement où il a poussé de l'ilang-ilang, par exemple. Il a senti ça. Aujourd'hui, après 30 ans, dès qu'il sent une senteur à base d'ilang-ilang, il y a une réminiscence qui s'est créée vers l'âge enfance. Il se rappelle du bois, de l'arbre qui poussait dans la maison. Donc, d'un carrefour à un autre carrefour, si on sent la même odeur, naturellement, c'est comme ça qu'on aura la perception de l'identité olfactive de la ville. Paris? Monsieur Kofi, comment on devient un nez? Est-ce qu'il y a des études spécifiques pour devenir un nez? Bien sûr, bien sûr. Il y a tout un parcours académique qu'il faut suivre. J'ai eu cette chance-là de pénétrer dans, je veux dire, dans le berceau même du parfum, qui est la ville de Grasse, qui reste encore la capitale mondiale, oui, en France, dans le sud de la France, qui reste la capitale mondiale du parfum, où j'ai pu côtoyer certains nés, maîtres parfumeurs, on va dire, voilà, qui m'ont formé. Et bien sûr, il y a une formation académique, comme je disais. Donc, il y a plusieurs écoles qui sont là. Et tout le monde peut postuler dans ces écoles. Et il y a des Ivoiriens même qui sont dans ces écoles qui m'écrivent pour me demander un stage. Ah, OK. Vous faites la formation? Bien sûr. Bien sûr, je fais la formation pour tout ce qui est formulation, sciences de la parfumerie et le marketing olfactif. Parce que c'est mon domaine de prédilection, le marketing olfactif. Très bien. Marius, comment est la question? Alors, une petite relance? Voilà. D'accord, allez-y, allez-y. C'était de lui demander, est-ce qu'il y a justement une école en Côte d'Ivoire ou bien est-ce que vous avez un projet de développer un centre de formation? Bien sûr, j'ai ce projet-là parce que dans le centre du pays, nous disposons de 270 hectares avec 2 hectares de distillerie. C'est à vous-même? Réserve avec mon partenaire. Okay. D'hectares de quoi? D'hectares de tout ce qui est épices, de fleurs, et de plantes. Épices, OK. Verveine, kumbava, vétiver et tout ce qui est baie rose. Même la baie rose, on l'a ici. Le vétiver, enfin, qui est connu sous le nom de gongoli, hein, qu'on voit au marché. Voilà. Oui. Et il y a des épices aussi comme le curcuma, la cannelle. OK. Voilà, on a pas mal de canneliers plantés sur l'espace. Donc, on distille sur place avec 6 alambics. Donc, il y a la possibilité de pouvoir créer déjà des ateliers pour intéresser les passionnés déjà à se rapprocher de leur passion. Et puis, par la suite, poursuivre. Déjà, j'ai entamé une démarche avec le FDFP afin de faire les formations de la manière la plus formelle et constituée. Marius, comment est question? À l'évidence, on pourrait dire que c'est un nouveau métier, surtout pour la nouvelle génération d'Ivoiriens. À votre humble avis, est-ce que l'usage des parfums corporels et surtout l'usage des parfums dans les entreprises pourrait aujourd'hui nourrir son homme si d'ordinaire des Ivoiriens embrassaient ce secteur d'activité que vous exercez avec beaucoup de passion?
Et on va terminer avec. Oui, c'est une... franchement, ça nourrit son homme, dans la mesure où, en 5 ans, sur le territoire, j'ai eu pas mal de contrats. Des personnes qui, d'office, même des responsables de marketing qui n'avaient pas bonne connaissance de ce cas précis du marketing sensoriel qui s'inscrit dans l'olfactif, aujourd'hui ont compris combien de fois il est bénéfique d'avoir une identité olfactive qui renforce aussi l'idée de la marque et en plus qui crée une ambiance et un accueil beaucoup plus apaisant et convivial. Donc, ces entreprises-là sont passées au parfum, ce qui veut dire que ça génère aussi des fonds. Je ne me suis pas arrêté là, vu que quand on parle de parfum, on parle de produits dérivés. Très bien. Donc, qui dit parfum, parle de parfum d'ambiance, parle de parfum aussi d'accessoires, d'hygiène et de beauté. Et donc, j'ai lancé une collection de parfums qui passe en ce moment à l'écran, donc qui se comporte bien parce que jusque-là, il n'y avait pas encore de nez et de créateurs parfumeurs qui proposaient des parfums de niche sur le marché. Alors, dans tous les cas, le reste de la causerie se passera sur votre page Facebook, Richkoff. Mais en tout cas, merci. Et je vous assure qu'en off, il nous a dit on ne porte pas n'importe quel parfum. Parce qu'un parfum, il est spirituel, il transporte quelque chose. Merci beaucoup, Richkoff, d'être venu en espérant en tout cas que les pouvoirs publics vous mettront en contribution pour donner une identité olfactive à la ville d'Abidjan et à nos villes. Merci en tout cas d'être venu. Vous avez donné une belle senteur à ce studio. Bravo. On peut encore l'applaudir. On peut l'applaudir. Bravo. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Nous terminons cette émission et on se retrouve donc lundi, par la grâce de Dieu, 1er décembre. Marius Komoé. 2 décembre. Marius Komoé, Élisée, Richkoff. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Christelle. Oh, thank you. Merci. Joyeux anniversaire, Christelle. Joyeux anniversaire. Par anticipation. Et joyeux anniversaire, André. On se retrouve donc lundi. Que Dieu nous garde. Bonsoir.